Bonjour et bienvenue. La crise migratoire est-elle en train de faire vaciller l'Union européenne? Grave tension avec l'Italie, crise de leadership en Allemagne et multiplication des gouvernements eurosceptiques un peu partout sur le continent. Réapparition d'un vocabulaire qui fait écho à quiconque a un jour ouvert un livre d'histoire. Le chancelier autrichien veut la création d'un axe entre Rome, Vienne et Munich contre l'afflux migratoire. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous observez cette situation chaotique en Europe. Vous voyez vos partis amis accéder au pouvoir autour de vous. Ça n'a pas été votre cas, mais voyez-vous cette situation européenne comme une opportunité? Vous nous répondrez. Situation chaotique aussi dans le monde. Donald Trump a déclenché la guerre commerciale. La Chine a décidé de riposter. Vous vous étiez réjoui en 2016 de l'élection de Donald Trump. Êtes-vous aujourd'hui toujours aussi satisfaite? Nous vous poserons la question. Et puis, le Front National est mort, remplacé par le Rassemblement National qui, pour l'instant, ne rassemble personne. Nicolas Dupont-Aignan, l'allié de l'entre-deux tours, vous a répondu assez sèchement. On a compris que c'était non. Vous nous direz où vous en êtes. Peut-être avez-vous des informations sur les alliances que vous pensez bâtir. Pour vous interroger, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Laurence Ferrari pour CNews. Bonjour Bonjour. Laurence. Bonjour Bienvenue. à tous. C'est le grand rendez-vous. Notre invité est Marine Le Pen. C'est parti. Première question avec vous Laurence. Madame Le Pen, les migrants de l'Aquarius sont arrivés ce matin à Valence en Espagne. Est-ce que vous êtes heureuse, soulagée qu'ils soient enfin sains et saufs? Ils auraient pu débarquer plus tôt en Corse où Gilles Simeoni avait proposé d'ouvrir ses ports en vertu du droit maritime. Oui, ils auraient même pu débarquer plutôt en Tunisie ou en Algérie. Sauf que on est parti du principe depuis un certain nombre d'années que les migrants devaient systématiquement venir en Europe. Je pose la question pourquoi? Pourquoi en Europe et pas dans l'ensemble des pays qui, après tout, pourraient également les accueillir? Bien sûr, je suis heureuse qu'ils soient sains et saufs, et nous sommes tous, bien entendu. Mais je suis évidemment extrêmement inquiète, parce que j'ai entendu le Premier ministre français indiquer qu'une partie d'entre eux allait arriver en France, que le signal qui est donc lancé est le signal de l'ouverture. À nouveau, on continue de nos frontières nationales au moment où l'Italie, je crois, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'efficacité, dit maintenant c'est terminé. On ne peut plus. Alors, je vais vous annoncer ce qui va se passer. La prochaine fois, les bateaux n'iront pas en Espagne. Ils iront directement dans les ports français. Et que fera le gouvernement français à ce moment-là? Parce qu'il faut être cohérent. C'est contradictoire avec ce qui s'est passé. Vous parlez d'un signal envoyé. Le gouvernement a choisi, au contraire, de ne pas accueillir le bateau en France. Donc, pardon, mais vous ne trouvez pas qu'il y a une hypocrisie et un cynisme total à dire on ne veut pas qu'il y ait des images d'un bateau qui accoste dans un port français. En revanche, on deal avec l'Espagne pour récupérer une partie des migrants qui sont sur l'Aquarius. Enfin, vous voyez bien qu'il y a là manifestement une forme de cynisme. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron est immigrationniste. Il est pour l'immigration. D'ailleurs, on le voit partout, dans ses déclarations, dans sa filiation idéologique, mais aussi dans les budgets qui ont été votés, puisque je vous signale que le budget qui a été voté pour l'année prochaine permet juste le renvoi de 14 500 personnes, quand on sait qu'on en a accueilli 100 000 pour les migrants l'année dernière, plus 262 000 à qui on a donné un titre de séjour. Ça commence à faire énormément de monde. On a compris en réalité... On n'en a pas accueilli 100 000. Il y a eu 100 000 de demandes d'asile l'année dernière. Non, il y a 100 000 et 30 000 personnes... ont été acceptées. Non, mais 100 000 personnes qui sont arrivées sur le territoire national. Oui. Lorsque vous savez qu'il y a un pourcentage tout à fait dérisoire de ces gens et qui l'on refuse le droit d'asile et qui sont renvoyés, 15 000, dont 7 000 hors de l'Union européenne. Permettez-moi de vous dire que par rapport aux 100 000 qui sont arrivés, c'est effectivement dérisoire. C'est une politique d'impuissance. Juste pour préciser, les reconduites sont tout de même en hausse depuis un an en France. Enfin, Laurence Ferrari. De combien? 500 600 Bon, d'accord. Okay. Dans la crise entre la France et l'Italie, vous avez soutenu la position de l'Italie, ce qui est un peu surprenant pour une patriote, alors que la France avait décidé de ne pas accueillir de bateaux. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à soutenir la position italienne? Et la position italienne, elle consiste à dire nous n'accueillerons plus de clandestins qui sont amenés par ceux que nous considérons être les complices des passeurs, à savoir les ONG. Je partage cet avis. Et je dis aux Français, si vous voulez qu'en France, nous prenions la même décision, alors il faut élire le Rassemblement national.
Car M. Salvini démontre une chose, c'est qu'en matière d'immigration, il n'y a pas de fatalité. Et lorsque l'on a une volonté politique, eh bien, on peut arrêter ces arrivées ininterrompues de clandestins sur le territoire national et accessoirement sur le territoire européen. C'est cela le grand message que lance Matteo Salvini. Et oui, je vous le dis, c'est un message d'espoir. Matteo Salvini, qui est donc le nouveau ministre de l'Intérieur italien, accuse la France, en fait, de ne pas avoir pris sa part dans l'accueil des migrants. Il dit vous en avez pris 640 alors qu'il y avait un quota à 9800 et quelques. En gros, il accuse la France de ne pas être d'être trop dur par rapport à l'immigration. Non. Alors, si vous croyez ça, c'est que vous avez fait une erreur d'analyse totale sur les positions de Matteo Salvini. Matteo Salvini, il veut que les clandestins arrêtent d'arriver en Italie. D'accord ? Oui, mais lui, il se trouve que l'Italie est la porte d'entrée. Et particulièrement, il faut bien le dire, depuis que Mme Merkel a négocié unilatéralement avec la Turquie, à qui elle a donné, je crois, près de 6 milliards de notre argent, pas du sien, hein, de notre argent, pour empêcher les migrants de passer par la Turquie. Du coup, ils passent par l'Italie. Et l'Italie se retrouve condamnée par tous les pays, alors que elle est la porte d'entrée. Donc Matteo Salvini, je vais vous dire ce qu'il veut. Il veut, et encore une fois, ne dénature pas ses propos, puisque c'est ce que M. Conte a expliqué à M. Macron. Ils veulent ce que nous voulons, à savoir des camps qui puissent récupérer les clandestins dans les pays de départ et dont les dossiers seront traités dans les pays de départ pour éviter que ceux qui arrivent en Europe, eh bien, restent en situation clandestine. C'est cela qu'il veut. C'est la raison pour laquelle nous avions proposé, d'ailleurs avec le Rassemblement national, que le droit d'asile ne puisse être accordé que dans nos ambassades et nos consulats à l'étranger, pour que personne ne puisse arriver sur le territoire national en étant un clandestin potentiel et puisse s'y maintenir contre la volonté des Français. Car je rappelle tout de même à cette antenne que les Français sont opposés à cette politique d'ouverture, d'immigration massive, de submersion migratoire. Ils ont été encore récemment dans un sondage 80% à dire stop, on n'en peut plus. On n'a plus les moyens d'accueillir toutes ces personnes, on ne peut plus les loger, on ne peut plus subvenir à leurs besoins, on ne peut plus les éduquer, on ne peut plus les soigner. On n'en a plus les moyens. Marine Le Pen, submersion migratoire en France. L'Allemagne a accordé l'asile à plus de 300 000 réfugiés l'année dernière et nous à 30 000, 10 fois moins. Y a-t-il, selon vous, si l'on regarde les chiffres, une submersion migratoire en France ? Oui, il y a une submersion migratoire en France. C'est contradictoire avec les données statistiques dont nous disposons. Mais pour une raison d'ailleurs très simple, c'est qu'il n'y a plus de frontières intérieures dans l'Union européenne. Par conséquent, à partir du moment où une personne arrive dans un des pays de l'Union européenne, il peut aller ensuite dans le pays qu'il souhaite. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font ce que dit le ministre de l'Intérieur. Ils font du benchmarking, ils décident quel est le pays qui est le plus accueillant, dans lequel ils ont le plus de chances de se voir attribuer un logement d'urgence, des fonds financiers quotidiens. Dans quel pays va accepter... Ce n'était pas la question, Marine Le Pen. Non, mais laissez-moi terminer. Je vous expose des chiffres statistiques qui sont des chiffres officiels. Avez-vous, quand vous prenez en compte ces chiffres, le sentiment qu'il y a une submersion migratoire en France ? 262 000 plus 100 000. Ça fait 362 000 personnes qui sont entrées en France. Si vous comptez qu'il y en a... En une année, vous multipliez après le nombre d'années, puisque personne ne repart. Quand vous savez qu'il y a... Pardon ? Mais non, l'année dernière, 100 755 précisément. Au titre du droit d'asile, cher monsieur, plus 200. L'immigration clandestine, vous ne pouvez pas la chiffrer. Monsieur, plus 262 000 bénéficiant d'un titre de séjour. Donc 362 000, quand vous savez qu'il y a à peu près 500 000 clandestins en France qui se maintiennent sur le territoire. Comment le savez-vous ? Mais monsieur, c'est pas à moi que vous devez, avec lesquels vous devez utiliser quand vous demandez au ministère de l'Intérieur. Non, il n'y a pas de ton. C'est avec le gouvernement. Mais quand on interroge le ministère de l'Intérieur, ils ne savent pas dire combien il y a de clandestins, puisque par définition, il faut... Mais c'est très rassurant. Ah non, ça c'est autre chose. Mais c'est très rassurant. Simplement lorsque Nous sommes donc dans un pays dans lequel le ministère de l'Intérieur ne sait pas combien il y a de clandestins. Par définition, alors on est obligé d'aller chercher
les chiffres qui sont donnés par les associations de défense des clandestins et qui, eux, en réalité, vous indiquent qu'il y a à peu près entre 400 et 500 000 clandestins sur notre territoire. Non mais si ça n'est pas une submersion, je ne sais pas ce que c'est. Et encore une fois, il faut tenir compte du fait que notre pays ouvre toute une série de droits à ces clandestins, qu'un certain nombre d'ailleurs de régions leur permettent même de voyager, de circuler quasiment gratuitement. Donc vous êtes clandestin, vous circulez quasiment gratuitement. Nos compatriotes qui gagnent le SMIC, eux, et qui ont les plus grandes difficultés à pouvoir boucler les fins de mois, eux, ils ne voyagent pas quasiment gratuitement. Eh bien moi, je suis opposé à cela, à cette préférence étrangère. Je la trouve néfaste, je la trouve injuste, je la trouve ruineuse. Sébastien Kurz a appelé à la fondation d'un axe Munich-Vienne-Rome contre la politique d'accueil des réfugiés. Est-ce que d'abord le choix de ce vocabulaire est opportun et qu'est-ce que vous inspire cet axe Italie, Allemagne, Autriche qui rappelle des heures sombres de notre histoire? Emmanuel Macron disait « Je me méfie de ces formules qui ne nous ont jamais porté bonheur dans l'histoire ». Oui, je pense que les étrangers, quand ils nous entendent analyser cela, ils doivent tout de même se poser la question de savoir s'il faut en rire ou en pleurer. Est-ce que ça n'est pas un moyen pour Emmanuel Macron d'évacuer son problème essentiel? C'est qu'il est ultra minoritaire en Europe. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que l'Europe est en train de se décomposer. L'Union européenne se décompose. L'Europe, elle, commence à se porter de mieux en mieux. Parce que l'Europe, pour moi, ce sont les nations européennes. Mais l'Union européenne se décompose. Le Brexit aura lieu. Voilà, Madame May vient de gagner un vote contre les pro-Union européenne. Donc, le 29 mai 2019, la Grande-Bretagne quittera l'Union européenne. Il y a eu des élections et chaque élection qui arrive, Hongrie, Italie, Slovénie encore dernièrement, démontre un rejet de l'Union européenne et un rejet de la politique migratoire imposée par l'Union européenne. Effectivement, les ministres de l'Intérieur de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Autriche se mettent ensemble pour dire on ne veut plus de la politique migratoire imposée par l'Union européenne. L'Italie vient d'annoncer qu'il refuserait le CETA, ce qui va probablement entraîner l'annulation de cet accord. C'est l'accord de libre-échange avec le Canada. De libre-échange. L'Italie indique qu'elle va manifestement lever les sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne contre la Russie. C'est la déliquescence de l'Union européenne. C'est terminé. C'est le début de la fin et je m'en réjouis. Parce que va pouvoir naître derrière cette Union européenne qui a fait tant de mal au peuple européen, une union des nations européennes qui va enfin nous permettre de sauver l'Europe. Parce que nous, l'Europe, nous y tenons. Mais l'Union européenne carcérale, nous souhaitons qu'elle disparaisse dans les limbes de l'histoire. L'Union européenne carcérale? Oui, carcérale, oui. C'est-à-dire carcérale, monsieur, quand l'Union européenne, les commissaires européens se permettent de dire que les marchés financiers vont apprendre aux Italiens à bien voter, lorsque la Commission européenne se permet d'effectuer du chantage et des menaces à l'égard de pays comme la Pologne ou la Hongrie, oui, c'est carcéral. Nicolas Barré. La Chine a riposté aux annonces de Donald Trump de cette semaine en imposant elle-même des droits de douane sur toute une liste de produits. Donald Trump impose des sanctions aussi sur certaines exportations européennes. Donc on voit bien qu'il y a une montée de tension, de guerre commerciale. Vous étiez réjoui, on le rappelait, de la victoire de Donald Trump. Est-ce que vous pensez qu'il mène la bonne politique et que l'Europe devrait aussi s'engager dans cette logique ? Je pense surtout, monsieur, il faut regarder la réalité en face. Cette réalité que nous avions annoncée déjà depuis un certain nombre d'années au Rassemblement national. Nous avions dit l'ultralibéralisme, c'est fini. La mondialisation sauvage, c'est fini. Et ceux qui continuent à défendre cela sont anachroniques. Et c'est le cas d'ailleurs de notre président Emmanuel Macron. La réalité, c'est que cette mondialisation sauvage, on est arrivé au bout. Alors les États-Unis défendent... Trump, c'est la bonne réponse à ça? Non, mais les États-Unis défendent l'intérêt des États-Unis. Il y a 350 milliards de déficit commercial avec la Chine. Il dit, moi je vais en récupérer 100 milliards. J'aimerais bien par ailleurs que la France fasse la même chose avec l'Allemagne. Parce que je trouve que... C'est-à-dire qu'on impose des sanctions à l'Allemagne? Non, mais je trouve que ce déficit, puisque l'Union européenne est incapable d'apporter des solutions, devrait quand même faire l'objet d'une discussion. Que ce soit avec l'Italie ou avec la France, l'Allemagne fait des excédents commerciaux qui sont absolument considérables et qui ne sont pas dans l'esprit de l'Union européenne telle qu'elle a été conçue, me semble-t-il. Bon. Dans ce cas-là, si vous dites la même politique que Trump fait vis-à-vis de la Chine. M. Macron nous a bien dit qu'il allait œuvrer pour, en quelque sorte, convaincre l'Allemagne qu'il faut résoudre ce problème. Bon, il s'est pris effectivement une porte en retour.
certes, mais ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a un problème dans la vision qu'a Emmanuel Macron de l'Union européenne et que tout ça reste tout de même des belles promesses. Donc, c'est fini. Les nations, toutes les grandes nations d'ailleurs, la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, ont décidé de défendre leurs intérêts et obligés en quelque sorte à se remettre autour d'une table pour discuter de la désindustrialisation. Et parce que c'est cela contre laquelle lutte M. Trump, c'est la désindustrialisation des États-Unis. Nous allons marquer. Croyez-moi, je suis convaincu qu'ils arriveront à trouver un accord entre eux et c'est ça l'avenir. Ce sont les accords bilatéraux. Parce que c'est cela qui permet à chaque nation de ne pas voir son chômage augmenter, de ne pas voir son économie se miter et ses industries fuir. Marine Le Pen est l'invitée du grand rendez-vous. Nous marquons une première pause et on se retrouve tout de suite après. Le grand rendez-vous reçoit la présidente du Rassemblement national. Nous reprenons, Marine Le Pen, nous reprenons cette interview avec vous, Nicolas Barré. Emmanuel Macron a critiqué l'efficacité des aides sociales, leur coût, le fameux pognon de dingue, pour un résultat décevant, selon lui, puisqu'il y a toujours autant de pauvreté. Est-ce qu'il y a du vrai, selon vous, dans son raisonnement? Est-ce que sur le fond, vous pensez vous aussi que le système d'aide sociale en France est peu efficace, puisque les conséquences sur la pauvreté sont qu'il y a assez peu de changements à ce niveau-là? Non, je suis d'abord tout à fait en désaccord avec l'analyse effectuée par Emmanuel Macron, en ce sens que si ceux qui sont pauvres n'avaient pas précisément ce minimum qui leur est donné, alors ils seraient sous les ponts. Voilà, elle est là la réalité. Ils seraient sous les ponts. Maintenant, est-ce qu'il existe une manière de rendre plus efficaces ces aides sociales? Oui, il faut commencer par lutter contre la fraude. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, la Cour des comptes a rendu un rapport sur la sécurité sociale et évoque une augmentation de la fraude, qu'elle évalue à 7 milliards. Or, on a des moyens très simples de lutter contre la fraude et on ne le fait pas. Par exemple, c'est-à-dire notamment, éventuellement, une carte de sécurité sociale biométrique. Ça se fait en 3 mois. On pourrait même d'ailleurs faire une carte d'identité avec ou une carte de séjour, quand il y a une carte de séjour, avec une carte de sécurité sociale intégrée. Ça éviterait toute une série de fraudes. Et ça n'est pas fait. Bon. Donc, déjà, c'est la première des choses à mettre en œuvre. Pour le reste, je suis en désaccord quand il dit que ça coûte, entre guillemets, un pognon de dingue. Bon. Moi, ce qui me semble, c'est que le pognon de dingue, ce sont les cadeaux qui ont été effectués par Emmanuel Macron aux plus aisés des Français et dont les Français ne comprennent pas quelle est l'utilité et même à quel sens de la justice ça peut bien pouvoir répondre. Bon, maintenant parlons de l'avenir et essayons de voir le tableau qui se dessine de toutes ces décisions qui sont des décisions qui apparaissent un petit peu comme des pixels depuis le début de son mandat. Et on s'aperçoit que, eh bien, c'est l'ultralibéralisme à l'œuvre. C'est la dérégulation de tout. Et la future loi Pacte en est également une démonstration. Pardon ? Nous allons y venir. On va en parler, d'accord. Très bien. Mais c'est une démonstration extrêmement claire de ce qu'il compte faire, puisque, vous le savez, il y a une philosophie chez Emmanuel Macron qui est exactement l'inverse des valeurs qui nous ont été transmises par exemple, la fable de la cigale et la fourmi. Vous voyez, pour Monsieur Macron, la cigale est extraordinaire et la fourmi mérite d'être sanctionnée. C'est-à-dire que tous ceux qui vont se construire un patrimoine, eh bien, vont être cloués au pilori. En revanche, celui qui spécule va être félicité, va être encouragé. Ça n'est pas la vision que j'ai de l'économie française, de la sécurité qui est nécessaire à nos compatriotes. Laurence Ferrari. Au niveau industriel, malgré les engagements pris lors du rachat d'Alstom en 2014, General Electric ne créera pas 1000 emplois d'ici à la fin de l'année. Qu'en dites-vous? Il y a des pénalités qui sont prévues, 500 000 € par emploi non créé. Vous demandez que cette amende elle soit appliquée? Ça me paraît évident, mais encore une fois, j'en appelle aux Français. Nous avions, une fois de plus, dit tout cela, annoncé tout cela. Et aujourd'hui, on parle de ce cas précis, mais des cas comme ça, il y en a tous les jours.
tous les jours. La grande distribution se fait délivrer des permis de construire alors que l'on sait que ça va entraîner la mort des commerces de proximité dans les petites villes en annonçant qu'ils vont embaucher ou créer 200, 300 emplois et puis à la fin, au bout du bout, il n'y a rien, il y a une vingtaine d'emplois et personne ne dit jamais rien. Donc on se retrouve là encore une fois dans une situation où on a incité à ce type de mensonge. Est-ce qu'il y aura une conséquence? Qui ça, Marine Le Pen? Tous les gouvernants qui se sont... Sur le cas de General Electric, mais tous les gouvernants qui se sont succédés. Emmanuel Macron Mais j'ai mis en cause Emmanuel Macron cette affaire dès le début. Il est évidemment responsable de ça. C'est lui qui, en l'occurrence, était à la manœuvre. Et je ne crois pas les grandes déclarations d'intention dans la loi Pacte consistant à nous expliquer que pour finir, on va adhérer à la philosophie qu'avait défendue à l'époque Monsieur Montebourg, consistant à défendre des entreprises des captations de capitaux étrangers, puisque précisément, M. Macron s'était opposé à la décision de M. Montebourg. Alors, c'est aujourd'hui le 16e épisode de grève à la SNCF qui commence en ce dimanche matin. La loi a été votée à l'Assemblée, au Sénat. Est-ce que vous considérez que maintenant, il faut que les syndicats, la CGT en particulier, qui a menacé même de poursuivre la grève au mois de juillet, au moment où nos concitoyens vont partir en vacances, est-ce que les syndicats doivent, selon vous, arrêter cette grève? D'abord, je souhaiterais vous dire que je trouve scandaleux de la part des syndicats, à qui j'ai toujours considéré... dont j'ai toujours considéré qu'ils avaient parfaitement le droit d'organiser des grèves, c'est un droit constitutionnel. Oui, vous l'avez souvent dit. Oui. Je trouve ça profondément scandaleux qu'ils aient maintenu leur grève pendant la semaine où nos enfants passent leur baccalauréat. Alors ce n'est pas le cas de la CFDT, il faut être précis, oui, d'accord, qui se désolidarise de cela. Je trouve ça gratuit, inutile, et si on peut tout de même préserver les enfants d'un stress supplémentaire, ça aurait été, je crois, de bonne politique. Bon. Pour le reste, incontestablement, cette loi va passer, et la privatisation de la SNCF suivra, car la privatisation de la... C'est dans la loi. Non, la loi, justement, interdit la cession. Bon, mais oui, bon. C'est pour ça que je vous le dis. Parce que d'ici quelques années, je reviendrai sur votre plateau et nous en discuterons et je vous dirai, là encore, sur ce sujet, nous avions raison et nous avions anticipé ce que souhaite en réalité le gouvernement. L'objectif à terme, ce qui est inscrit dans la loi, c'est justement pas la privatisation. Oui. On nous avait fait le même coup pour le gaz, non ? Il faudrait une nouvelle loi pour privatiser. Pardon, excusez-moi, c'est intéressant. On nous avait pas dit la même chose pour le gaz ? Que jamais, au grand jamais, on ne privatiserait, que jamais, au grand jamais, l'État ne se libérerait des parts qu'il possède. Est-ce qu'on ne nous l'avait pas dit? Parce que dans la loi Pacte, là, il y a la privatisation d'Engie. Il y a la cession des parts de l'État dans Engie, oui. D'accord. Eh bien voilà, on y est. Bon, par conséquent, gouverner, c'est prévoir. Et moi, je prévois. Et mon rôle et ma responsabilité, c'est surtout de prévenir les Français de ce qui va se passer. Alors justement, justement dans cette loi Pacte, la cession des parts de l'État dans Aéroports de Paris, Française des Jeux et donc Engie, vous êtes radicalement contre? Mais radicalement opposé pour 3 raisons différentes par ailleurs. Aéroport de Paris, c'est une décision extrêmement grave. Pourquoi? Parce que Aéroport de Paris, c'est notre première frontière. Nous allons donc privatiser notre frontière. Il n'y a pas un grand pays qui a eu la folie de s'engager dans ce type de démarche. Même si l'aéroport est privatisé, les postes frontières, la police aux frontières restera dans les aéroports. Donc l'État. D'accord, mais qu'est-ce que vous en savez? Ah bah si. Mais si demain, les propriétaires privés d'aéroports de Paris décident d'en faire un centre commercial. Non, mais la police aux frontières restera dans les aéroports, Marine Le Pen, vous savez. Toujours la douane. D'accord, mais on n'a plus la maîtrise absolue de ce qui va s'y passer. Et si demain ils décident de vendre, et à qui? Si demain ils décident de vendre à des étrangers, notre frontière sera vendue à des étrangers. Non. La frontière est garantie par la police, pas par le gérant des lieux. La frontière. Mais pourquoi non? Mais parce que la police, c'est l'État, c'est la police. Quelle naïveté! Ah ben non, Madame Le Pen. Quelle naïveté! Ça, c'est factuel. Quelle naïveté! Ne fait pas et donc, ils vont décider quels sont les avions qui se posent. La frontière ne fait pas partie quelle compagnie aérienne? Nicolas Barré. La frontière ne fait pas partie de la société Aéroport de Paris.
Bien, moi je vous dis, aéroport elle de est pas- Paris, c'est notre première frontière. Bon. C'est-à-dire que c'est là par lequel transite le plus grand nombre d'étrangers qui arrivent dans notre pays. Ah, je sais, on n'y pense pas. On n'y pense pas assez, bien moi j'y pense. Bon. Concernant Engie, je crois vous avoir dit ce que j'en pensais. J'entends le gouvernement dire qu'il faut protéger les entreprises stratégiques. Il me semble qu'Engie est une entreprise stratégique et pourtant ils envisagent Et la de le Française vendre. des Jeux Quant à la Française des Jeux, c'est un monopole d'État. Ça fait à peu près 500 ans que c'est comme ça. Et il y a une bonne raison pour laquelle ça a été décidé comme cela. Et en plus, c'est rentable. Pourquoi continuons-nous à vendre des entreprises qui sont rentables? Ben, on va faire comme la privatisation des autoroutes. Un dernier point dans Les cette... autoroutes livrent 1,6 milliard de dividendes, n'est-ce pas? Et il y a eu une augmentation de 20% des péages dans les 10 dernières années. Voilà à quoi mène la privatisation. Alors oui, bien entendu, j'y suis opposé. J'y suis opposé pour une raison pragmatique. Je défends l'intérêt des Français, auxquels j'ai le sentiment qu'on pense pas beaucoup dans ce genre de décision. On pense plutôt gros sous. On pense avec le cerveau du banquier, pas tellement avec le cerveau du président de la République. On va parler de l'islam de France. Gérard Collomb s'exprimait mardi soir lors d'un repas de rupture du jeûne du Ramadan organisé par le CFCM. Il a enjoint l'islam de France à se prendre en main pour se réorganiser et mieux combattre les idées radicales. Il appelle à une grande concertation nationale pour fournir des idées. Il a prévenu que l'État se mêlerait de cette réorganisation des instances représentatives des musulmans de France. Est-ce que vous le souhaitez vous aussi? Non. Pourquoi? Mais on s'est déjà mêlé de tout ça. D'ailleurs, on a créé le CFCM. Nicolas Et- Sarkozy à l'époque. D'accord. Quelle a été la conséquence? Une dérive totale. La prise en main de cette structure par les radicaux, c'est-à-dire ceux qu'on devrait combattre, Donc il faut rien faire? qu'on est censé combattre depuis des années. Oui, que proposez-vous? D'abord, il faut commencer par respecter la loi de 1905. Voilà, c'est déjà une bonne chose. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Ça n'est pas à nous de nous occuper de l'organisation de quelque religion que ce soit sur notre territoire. En revanche, il y a une chose que nous devons rappeler, c'est que toutes les religions doivent respecter la Constitution. C'est cela notre rôle. Nous sommes là pour faire respecter la Constitution française. Et avec la Constitution française, on ne transige pas. Donc il faut mettre en œuvre les moyens pour fermer toutes les associations qui sont le siège des fondamentalistes islamistes, dissoudre l'UOIF dont nous savons pertinemment que c'est une structure de prosélytisme du fondamentalisme islamiste qui à de multiples reprises a d'ailleurs invité sur notre territoire des prêcheurs radicaux qui sont venus exprimer toute la détestation qu'ils ont de nos valeurs, de nos règles, de nos lois, de nos mœurs et j'en passe et des meilleurs. Il faut arrêter le financement étranger des mosquées dans notre pays. Alors tout cela n'est pas fait. La fermeture des associations radicales, ça arrive. Il y a certaines associations, certaines mosquées qui ont été fermées à l'époque de Bernard Cazeneuve et encore aujourd'hui avec Gérard Collomb. Je suis même Peut-être pas considérez-vous sûr. que c'est insuffisant, Je mais suis même pas sûr ça qu'on existe. puisse les compter sur les doigts de deux mains. Tellement les fermetures ont été minimes. Tant que l'on n'aura pas une vision claire dans ce domaine, tant qu'on sera dans l'accompagnement du fondamentalisme islamiste, tant que culturellement dans nos têtes... Pardon, pour vous, Nous l'État serons- accompagne aujourd'hui le fondamentalisme islamiste? Ah oui. Oui, il l'accompagne, il le défend même quand il est mis en cause. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, Médine, un fondamentaliste islamiste, qui s'était mis dans l'idée, probablement poussé par le propriétaire du Bataclan, dont l'actionnaire est le Qatar, d'aller chanter au Bataclan, le lieu de martyrs de 90 Français assassinés par le fondamentalisme islamiste. Moi, j'ai vu le Premier ministre français à l'Assemblée nationale venir défendre le fait qu'un fondamentaliste islamiste vienne chanter au Et Bataclan. Gérard Collomb a dit que s'il y avait trouble à l'ordre public, ces concerts pourraient être interdits. J'imagine que vous le soutenez dans cette logique. Mais ou il bien... y a déjà trouble à l'ordre public. Le fait qu'un fondamentaliste islamiste aille chanter au Bataclan est un trouble à l'ordre public. Marine Le Pen est l'invitée du grand rendez-vous. Nous marquons une deuxième pause. On se retrouve tout de suite après.
rendez-vous, troisième partie avec Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national. Nous reprenons cette interview avec vous, Laurence Ferrari. Marine Le Pen, vous êtes désormais à la tête du Rassemblement national. Il ne vous manque plus que des partenaires pour faire le rassemblement. Nicolas Dupont-Aignan vous dit non pour l'instant pour les européennes. Est-ce que vous maintenez la porte ouverte ou est-ce que vous êtes lassé de lui? Il a dit il faut d'abord qu'elle travaille et clarifie son projet avant qu'on réfléchisse. Il vous prend un peu de haut, non? Ça n'a pas d'importance, je ne suis pas sensible à ce genre de choses. Moi, je me bats dans l'intérêt des Français. Et l'union est quelque chose de compliqué. Oui, c'est vrai, c'est difficile de faire l'union. C'est long, mais je ne désespère pas de le faire. Donc vous les maintenez votre porte ouverte? De toute façon, quoi qu'il arrive, nous aurons une liste de rassemblements aux élections européennes. Mais je souhaite effectivement que tous ceux qui partagent notre souhait d'arrêter l'immigration, de maîtriser nos frontières, d'être à nouveau un pays souverain et indépendant, de rompre avec la mondialisation sauvage, de rompre avec l'ultralibéralisme, puissent se retrouver sur une même liste. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, lui, qui est le défenseur de cette mondialisation sauvage, le défenseur de cette ouverture totale des frontières, il fait le rassemblement. Il fait le rassemblement avec d'ailleurs une partie des Républicains. Alors, si nous ne faisons pas en face le rassemblement des nationaux, eh bien, nous perdrons du temps. Alors, je crois que notre pays n'a plus de temps à perdre. Et justement, dans cette optique de rassemblement pour les européennes, est-ce que vous discutez avec des représentants des Républicains, avec des personnalités comme Thierry Mariani, avec d'autres? Oui, je discute avec beaucoup de gens. Avec qui? Non, mais vous le saurez le moment venu. Enfin, vous inquiétez pas. J'attends. Non, mais moi, je souris en vous entendant dire que le rassemblement, c'est un échec, etc. Non, je vois bien quelle est la stratégie consistant à essayer de. Pour l'instant, il n'y avait pas encore d'alliés, mais voilà. que vous Alors, y travaillez. Il y en aura. Donc, alors, on essaye de savoir. Vous voyez, je n'ai pas l'habitude de parler en l'air. Il y en aura avec ceux qui pensent que la nation est en danger. Il y en aura avec ceux qui pensent que, comme en Italie, il faut dire non au CETA, non au Mercosur, non à l'accord de libre-échange qui arrive avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, non à l'immigration massive, non au fait que des centaines de milliers de personnes viennent chez nous, demandent à être pris en charge alors que nous avons 15% de pauvres dans notre pays, non à ceux qui nous imposent une ligne diplomatique alors que nous souhaitons avoir une ligne diplomatique nationale. Voilà, avec tous ces gens-là, ceux qui sont sur la rive, il y en aura venant des de nationaux. LR, par exemple? Oui, il y aura des gens qui viendront de LR, oui. Alors, si on prend un exemple... Mais oui, parce que LR, vous voyez bien, vit dans une ambiguïté totale depuis des années. En réalité, dans ce mouvement, qui n'est pas vraiment un mouvement politique, c'est une espèce de syndicat des avantages acquis, il y a des gens qui, sur tous les sujets, pensent tout et l'inverse de tout, tout et le contraire de tout. Vous pensez à la brouille entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels? Ils pensent tout et l'inverse de tout. Il n'y a rien à voir entre un Pelletier et une Calmels, entre un Juppé et un Ciotti. Rien. Ils ne pensent sur aucun sujet la même chose. Par exemple, vous, Marine Le Pen. Eh bien, nous sommes dans la recomposition de la vie politique. Une partie sont déjà allés chez Emmanuel Macron, d'autres iront, et une partie, à l'évidence, viendront avec nous pour mener le combat de la nation. Et nous les accueillerons fraternellement. Par exemple, Marine Le Pen, puisque c'est l'actualité du jour, si vous, votre numéro 2 au Front National, critiquez dans la presse la ligne que vous défendez, je fais référence à Virginie Calmels qui, ce matin, dans Le Parisien, étrille Laurent Wauquiez, est-ce que vous, présidente de parti, vous garderiez ce numéro 2 au sein de votre organisation, ou de votre direction plutôt? Bon, je vais être un peu cruel. Bien fait pour Laurent Wauquiez. Ah. Mais pourquoi a-t-il pris Madame Calmels en numéro 2 alors qu'il sait pertinemment qu'elle est une juppéiste, qu'elle représente la gauche de LR, l'Europe fédérale, l'ouverture à l'immigration? Pourquoi? Il y a deux solutions. Soit il pense comme elle, mais il ne le dit pas, soit il n'a pas assez de convictions fortes pour choisir autour de lui des gens qui vont impulser une fermeté dans un certain nombre de domaines. Dans les deux cas, il est coupable. Laurence Ferrari, une question peut-être sur Philippe de Villiers? Oui, absolument. Philippe de Villiers, est-ce que vous êtes déçu qu'il préfère s'afficher avec Emmanuel Macron plutôt qu'avec vous? C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire grand-chose pour le Puy du Fou, j'avoue. Pourquoi? C'est intéressé, donc. J'en ai pas la capacité. Je ne suis pas en situation de pouvoir pour permettre à Philippe de Villiers de développer le Puy du Fou, qui est par ailleurs un très beau projet, un projet très français, qui est un sujet de fierté pour notre pays. Donc vous êtes déçu?
Pour être déçu, il faut avoir espéré. Décidément, ça Donc, fait vous peu de n'avez gens. pas espéré. Philippe de Villiers, c'est quelqu'un avec qui vous auriez pu naturellement, politiquement, Et créer Philippe de ce Villiers- rassemblement, mais... Pardon. Pas- Philippe de Villiers a quitté la politique depuis des années. Oui, mais ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Mais bien sûr. Aujourd'hui, Mais- il y a beaucoup de nos concitoyens Bien considèrent sûr. que Mais sa vous voix savez, les mais intéresse. je veux dire, moi, ce que j'ai lu Mm. de Philippe de Villiers, Mm. puisque maintenant il écrit des livres, ce que j'ai entendu de l'homme politique, c'est exactement l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron. Alors, J'en conclus donc qu'il doit y avoir une amitié qui dépasse les clivages Nicolas Barré. entre eux. Vous êtes allé aussi loin que possible en changeant le nom de votre parti, Rassemblement National. Votre nièce est allée un petit peu plus loin en abandonnant carrément son nom de famille. Est-ce que c'est elle qui, d'une certaine façon, peut aussi incarner l'avenir de votre mouvement politique ou de votre famille politique, plus exactement? Mais pour cela, il faudrait qu'elle refasse de la politique. Pour l'instant, elle a arrêté la politique. Mm. Elle s'est lancée dans On un a l'impression projet. qu'elle en fait un petit peu quand même. C'est votre sentiment, mais il se trouve qu'elle fait de la métapolitique. Mm. C'est-à-dire qu'elle a décidé de s'investir Au-delà de la dans politique. une école qui permette de former les futures élites. Je m'en réjouis. Mais elle n'a pas fermé la porte. Je à m'en un réjouis. vrai Ça n'est retour pas le rôle politique, d'un hein. parti politique comme le Rassemblement national. Nous faisons de la politique, nous nous présentons aux élections pour gagner et pour appliquer nos idées, comme Matteo Salvini le fait aujourd'hui en Italie. Le choix qu'elle a fait est un autre choix. Le jour où elle veut refaire de la politique, je l'ai dit à peu près 1000 fois, évidemment, les portes du Rassemblement Parce que pour national vous, lui ça sont fait pas ouvertes. de doute. Elle en refera. Non, Vous je ne ne savez suis pas convaincue de cela. Marine, Parce que je crois qu'elle n'en est pas convaincue elle-même. Marine Le Pen, avez-vous des nouvelles de votre père, Jean-Marie Le Pen, qui depuis un peu moins d'une semaine est hospitalisé, nous dit-on, pour un état de fatigue générale? Oui, j'ai bien évidemment des nouvelles de lui. Quelles sont-elles? Mais, monsieur, je suis très attaché, moi, vous savez, à l'esprit français. Voilà. C'est-à-dire? L'esprit français, c'est entre autres la protection de la vie privée. Et même, je vais vous dire mieux, de l'intimité de la vie privée. La maladie, ça fait partie de l'intimité de la vie privée. Alors je sais qu'il n'y a plus de règles aujourd'hui. On se sent- La présomption responsable d'innocence, public. on la bazarde, l'intimité de la vie privée, ça n'a plus de sens. Qu'on dit tout et n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe qui, parce que ça fait le buzz. Je ne rentrerai pas là-dedans. Moi, je préserve l'intimité de la vie privée de mon père. Est-ce Laurence que Ferrari. Gilbert Collard, qui fait l'objet d'une plainte pour viol et qui dément vigoureusement ces accusations, a votre confiance et votre soutien? Oui, bien entendu. Il a ma confiance et évidemment, je suis outré de voir que là encore, il n'y a plus d'une règle qui vaille. Qu'on fait fi de l'honneur des hommes, de leur réputation, pour un buzz qui aura bénéficié à BFM TV pendant quoi, 4 heures? La plaignante, pour vous, n'a aucune valeur? Ça n'est absolument La pas ce plainte que je qu'elle vient dis. de déposer. Je pense que la justice va faire son travail. Ce que je dis, c'est que révéler l'existence d'une plainte avant le moindre acte d'instruction est évidemment suscité par une volonté de nuire à la personne. Salissé, il en restera toujours quelque chose. J'espère pour Gilbert Collard que lorsque la justice lui aura rendu son honneur, il ne restera rien de cette salissure, j'en suis pas sûr. Nicolas Barré. Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer devant le Congrès le 9 juillet, comme d'ailleurs il y a un an, et il semble que ce soit désormais prévu pour que ça se déroule comme ça tous les ans. Est-ce que vous irez d'abord à ce... Mais bien sûr, c'est la moindre des choses. Je suis député. Il est tout à fait normal que je m'y rende, mais je vois qu'il y a une forme de fascination pour les États-Unis, car en réalité, c'est un exercice qui est un exercice très américain, le discours devant le Congrès. Un coup, il est fasciné par les États-Unis, un coup, il est fasciné par l'Allemagne. Je voudrais juste qu'il soit de temps en temps fasciné par la France, parce que la France est fascinante. Marine Le Pen est l'invitée du grand rendez-vous. En ce dimanche matin, nous allons rendre l'antenne. Juste un mot avant cela. Vous avez regardé les Bleus hier après-midi, Marine Le Pen? Non. Vous ne regardez pas l'équipe de France? Si, je soutiens l'équipe de France, mais je suis vraiment très éloigné du monde du football. Parce que vous le jugez en décalage? Ah non, pas du avec, tout, parce que j'y connais rien.
D'accord. Vous voyez, je vous le dis très naturellement. écrit à une Non, mais je époque, sais que hein, quand que on fait de la c'était, politique, ouais. il faut à tout prix, même quand on n'y connaît rien, faire mine de s'y connaître. Donc D'accord. je n'y connais rien. Bon. Je soutiens les Bleus Oui. parce que c'est les Bleus, parce que c'est l'équipe de France, et que comme c'est l'équipe de France et Bon. que j'aime la France, Bon. je soutiens l'équipe Parce de qu'ils sont France. millionnaires aussi? Parce que ce sont des joueurs qui courent après un ballon en étant millionnaires? Non, vous savez, il y en a un certain nombre d'autres. On peut lancer le débat, hein, objectivement, sur les salaires faramineux qui sont accordés aux joueurs de football. C'est un long débat, Oui. mais là, Pas en période de mondial. là, si on Ouais. pouvait mettre ça un tout petit peu de côté et penser Le temps. uniquement patriotisme. Bon, vous souhaitez qu'ils aillent le plus loin voilà. possible quand même. Mais je souhaite qu'ils Bon. gagnent. Et vous regarderez Parfait. le prochain Mais match? je souhaite qu'ils gagnent. Vous Non, regarderez le prochain probablement pas. Mais Non, je vous regardez pas les matchs. Raté. je regarderai la finale victorieuse. Voilà. Marine Le Pen était l'invitée du grand rendez-vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Chaque semaine plus nombreux, on le remarque et on vous dit à la semaine prochaine.